Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de nous joindre aujourd'hui pour ce webinaire sur la collaboration start-up et grands groupes, les stratégies pour innover rapidement. Je suis Gisela Sanchez, chef de projet au sein de Finance Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Finance Innovation, seulement deux mots, on est le pôle de compétitivité de la finance digitale en France. Notre écosystème est assez riche et très varié. On a différentes typologies de profils, donc on a beaucoup de startups, mais aussi de l'autre côté, des grands comptes, des assureurs, des banques, aussi des investisseurs, des partenaires des types des incubateurs, accélérateurs, les côtés académiques et laboratoires de recherche, évidemment, et aussi nos experts conseils. Et aujourd'hui, justement, on a un super casting prévu pour vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux de nos partenaires, donc Sandra Vergère, manager directeur de Open Innovation, et Jonathan. Bonjour. On va faire un petit tour de table, comme ça, je vais me passer la parole. Jonathan Larussier, président de chez Rice Partners. Et aussi, on a le plaisir d'accueillir Charles Fouque, directeur d'innovation chez Natixis, et Alexandre Nives, cofondateur et président de GoMécano, qui vont nous faire partie d'un business case et partager avec nous un court témoignage. Donc, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire, comme je disais, un petit tour de table des participants avant de laisser la parole à nos partenaires et nous présenter les programmes qui sont spécialement préparés pour vous. Donc, Jonathan, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de vous? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre participation. En deux mots, je suis le président et le fondateur de Rice Partners. Je m'occupe également de la société d'investissement Rise Invest. Jusqu'à le mois dernier, j'étais vice-président de Cotia Business Angel, membre de la commission du numérique et du financement de la Chambre de commerce et de l'industrie pour la région PACA. Merci beaucoup, Jonathan. Et Sandra, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Oui, merci Gisela. Bonjour à tous. Donc moi, je travaille aux côtés de Jonathan et je pilote donc le projet que l'on va vous présenter, la plateforme Open to Innovation. Je suis donc Managing Director d'Open to Innovation. Merci Sandra. Charles, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Charles Fouque, moi je suis vice-président innovation au sein du département Global Trade chez Natixis, qui est un département qui est en charge de toute la partie transactions B2B, du cash management jusqu'à la lettre de crédit. Merci beaucoup, Charles. Et Alexandre? Et bonjour à tous. Donc, je suis Alexandre Nives, cofondateur, un des deux cofondateurs de GoMécano. GoMécano est une start-up qui a la mission de simplifier l'entretien de vos véhicules en proposant un service de mécanicien mobile. Ah, super, ça peut être très pratique parfois. Donc, merci beaucoup. Donc, du coup, avant de vous laisser la parole à Jonathan et Sandra, je rappelle à tous nos spectateurs que vous avez un espace à votre droite, au droit de votre écran, un chat et un onglet pour poser votre question. Donc, n'hésitez pas, on va essayer de répondre à vos questions pendant le webinaire. Et seulement sachez que la répétition de ce webinaire sera disponible dès la fin du webinaire et sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, Jonathan, je vous laisse la parole maintenant. Merci beaucoup. Alors, j'ai l'honneur de pouvoir introduire ce petit webinaire. L'idée est effectivement d'introduire les différentes notions qu'on va toucher du doigt, je dirais, pendant toute cette séance. Je tiens à remercier Charles et Alexandre pour leur présence et évidemment Sandra et à cette invitation du pôle de compétitivité finance innovation nous accueillir aujourd'hui. Alors l'idée effectivement c'est d'évoquer la collaboration entre les startups et les grands groupes, les corporates, les collectivités, les PME, et aussi de parler un petit peu d'un gros mot qu'on appelle la fertilisation croisée, mais que j'aime bien utiliser parce qu'il n'y a pas que les grands groupes qui innovent, les startups ont besoin d'innovation aussi. Et je pense que c'est ce pont qui doit exister entre les besoins d'innovation et l'innovation, elle existe à tous les niveaux d'économie. C'est un petit peu notre leitmotiv, notre raison d'être chez Rice Partners. Et donc, on va approcher cela
on va approcher cela selon deux axes. D'abord, l'accès startup. L'accès startup, je dirais que on a deux points très importants. Le premier, c'est quelle est la différence, et j'aime bien commencer comme ça, quelles vont être les différences entre une présentation d'une solution innovante à un corporate versus un fonds d'investissement. Vous êtes tous et toutes entrepreneurs innovants ou à la recherche d'innovation. Lorsque une start-up se présente, lorsque vous présentez votre entreprise à un fonds d'investissement, vous avez toujours une espèce de rigueur à suivre sur votre positionnement marché, la problématique que vous allez résoudre, votre modèle économique, etc. Eh bien, il faut bien savoir une chose, c'est que lorsque vous présentez ça à un fonds d'investissement, à un investisseur, et que vous le présentez à un corporate, une collectivité ou une PME, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que vous n'allez pas forcément mettre l'accent sur votre rentabilité finale, mais que dans le fond, votre solution, c'est ce qui importe le plus. La pérennité de votre modèle, c'est ce qui va soucier votre futur client. La façon dont vous allez faire évoluer votre organisation, la façon dont vous allez financer cette évolution d'organisation. Donc, le premier point que je souhaitais aborder dans cette collaboration Startup Grand Compte, c'est déjà la façon de se présenter, la façon de convaincre un interlocuteur qui vient d'un corporate, et je suis certain que Charles corroborera ce que je dis à l'instant, mais tous les corporates et tous les grands groupes, toutes les collectivités, lorsqu'elles parlent avec des startups, elles vont avoir les mêmes questions, et les questions en général tournent autour. Comment est-ce que vous allez répondre à notre besoin? Est-ce que votre solution elle est réellement scalable? Comment est-ce que vous allez financer l'ensemble? Quelle est votre organisation derrière? Donc oui, il faut être transparent. Évidemment, il y a un niveau de granularité à avoir, mais il faut être transparent. Alexandre reviendra sur ses expériences récentes de collaboration avec les grands groupes, et effectivement, il faut montrer patte blanche, exactement de la même façon qu'on montre patte blanche face à un investisseur. Donc ce premier argument, il est absolument indispensable. Il faut vraiment garder ça en tête. Le deuxième point, c'est que une startup versus un grand groupe, vous avez des arguments, vous, entrepreneurs innovants, incroyables pour un corporate. Le premier argument, c'est que vous allez être agile. Vous faites fi, entre guillemets, de toutes ces notions de gouvernance et de lenteur administrative auxquelles font face certains grands groupes. Et oui, il y a de l'inertie dans les grands groupes, mais il faut bien comprendre que la position du grand groupe, elle doit être stable. Un grand groupe, il n'est pas là pour innover tous les 4 matins et révolutionner complètement son modèle économique. Il est coté, il a des actionnaires stables, il a des enjeux qui sont sur du très long terme, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux d'une start-up, d'un entrepreneur innovant qui, lui, va démarrer ou qui a 4-5 ans d'historique derrière lui. Conclusion, cette agilité, c'est vraiment ce que va pouvoir apporter la start-up dans un écosystème stable, certes avec beaucoup d'inertie, mais pérenne, d'un corporate, d'un grand groupe. Donc, vraiment mettre en avant et trouver le moyen de mettre en avant cette agilité, c'est un gage de conviction que vous allez avoir face au corporate avec qui vous échangez. Le troisième point que vous avez, c'est que parce que vous êtes agile, parce que vous avez une solution qui fonctionne et qui est évolutive et que vous avez su rassurer votre interlocuteur sur la pérennité et sur l'évolutivité de votre modèle, du coup, vous allez répondre à un besoin du corporate qui est le time to market. Là, pour le coup, on a tous le même besoin, c'est d'aller vite. Alors évidemment, la notion de vitesse, quand on est un très grand groupe ou une grosse collectivité, n'est pas forcément la même que quand on est une start-up. Ça, j'en conviens. Néanmoins, donc que ce soit dans le domaine bancaire, assurance ou dans tous les autres secteurs d'activité, le time to market est absolument clé pour réussir ces objectifs de croissance. Donc, quand on est un corporate, on va raisonner au trimestre, au quarter, au semestre, voire à l'année, avec des objectifs qui sont clairement définis 1 an à l'avance. Quand on est une start-up, si on fonctionne au mois, c'est déjà pas mal. Et si on arrive à tenir son budget mensuel, et je vois Alexandre qui sourit, eh ben c'est déjà très très bien. Donc oui, effectivement, on n'a pas les mêmes échelles de temps, mais à la fin, on focus tous sur le même objectif. Donc ça, c'est vraiment une notion indispensable à garder en tête. C'est que 1, vous êtes agile. 2, vous permettez, grâce à votre solution, d'atteindre des objectifs de time to market que le grand groupe ne peut pas atteindre. Et 3, vous allez permettre à un grand groupe de dépasser son inertie. Donc ça, c'est vraiment indispensable de garder ça en tête. Donc côté startup,
cette collaboration, elle doit commencer sur des bonnes bases. Et ces bonnes bases, c'est être capable de prouver donc la pérennité de votre modèle, l'évolutivité de votre modèle. Le deuxième aspect que je voulais aborder, c'est côté grand groupe. Et Sandra reviendra sur Open to Innovation, qui est un pont qu'on a créé justement pour essayer de favoriser ces relations entre toutes ces startups, cette force d'innovation que l'on a en France et ce besoin d'innovation que l'on a côté grand groupe. Quand on est une startup et qu'on souhaite convaincre un interlocuteur, il faut d'abord savoir de quoi il a besoin. Et bien, côté grand groupe, côté corporate ou côté collectivité, on va se positionner avec des objectifs qui sont en général sous deux angles. Soit, en tant que corporate, on va être en veille de l'innovation. Veille de l'innovation, ça veut dire qu'on va chercher l'innovation nous permettant d'avoir un petit effet papillon sur notre trajectoire de croissance. Ça veut dire quoi? Un effet papillon, c'est de dire, au lieu d'avoir une croissance linéaire, prévue, objectivée, et d'un seul coup, on va avoir un petit effet de rupture parce que je vais intégrer l'innovation à un instant T. Donc là, je vais être en veille. Je ne sais pas vraiment ce que je recherche, mais si je le trouve, je vais pouvoir l'intégrer et je vais pouvoir faire plus de croissance que ce que j'ai prévu de façon maîtrisée. Donc ça, c'est le premier élément. Donc quand on est corporate, oui, on va faire de la veille, oui, on va rechercher en permanence les tendances, on va chercher à prédire ce qu'est l'entreprise de demain et ce que doit être le modèle économique de demain par rapport à une tendance globale. Et puis, il y a un autre cas de figure que cette veille-là. L'autre cas de figure, c'est un besoin bien établi, bien circonscrit. Donc, être innovant, c'est être capable de répondre à un besoin à un instant T. Lorsque Natixis propose ses plans de transformation, ses plans d'innovation, j'imagine qu'il y a de nombreux projets qui sont déjà bien inscrits, bien établis, avec des bonnes roadmaps et qui sont déjà budgétés. Ces projets-là, vous, start-upers, il est indispensable de pouvoir y répondre, bien entendu. Votre solution, elle est faite pour cela. Il est rare d'y répondre à 100%. Donc, vous allez être amené à vous associer, à collaborer avec d'autres entrepreneurs. Ne voyez pas forcément les autres solutions innovantes sur votre marché comme uniquement des concurrents, mais comme des partenaires. On est souvent bien plus fort à deux que seul. Donc, gardez en tête que votre solution ne va pas forcément couvrir 100% du besoin du corporate ou du grand groupe, mais elle va en couvrir peut-être 80. Et il faudra peut-être limiter la couverture à 50 pour qu'avec une autre entreprise innovante, une autre start-up, vous soyez capable de faire des étincelles et de répondre rapidement aux besoins du corporate. Donc, ce que je voulais faire passer comme message aujourd'hui, c'est qu'une start-up, c'est aujourd'hui une solution innovante qui apporte une valeur ajoutée, que ce soit en termes de rapidité, d'agilité, d'innovation pour un corporate absolument incroyable. On a la chance dans notre pays d'en avoir énormément et vous êtes là pour corroborer cela. Et côté corporate, on a un besoin permanent de se réinventer, mais de se réinventer sur du moyen long terme. Prenez bien garde que le corporate ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain. Prenez bien garde que le corporate, s'il n'a pas une gouvernance parfaitement bien établie, il ne sera pas capable de vous intégrer correctement. Donc, être capable d'analyser cette organisation, d'analyser la chaîne de prise de décision, de donneur d'ordre, c'est absolument indispensable. Et n'oubliez pas de montrer patte blanche, dans le sens où quand vous pitchez un corporate, ou quand vous pitchez un fonds d'investissement, il n'y a quasiment aucune différence. Et c'est ce que je dis souvent aux entreprises qu'on a la chance d'accompagner. N'oubliez pas que quand vous faites un pitch investisseur ou un pitch client, 90% de la présentation, c'est la même chose. Et si ce n'est pas la même chose, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà un petit peu l'introduction de tout ça. Donc, on a effectivement deux univers qui sont différents, avec des enjeux de rapidité qui sont différents. Toutes se rejoignent sur le time to market, toutes se rejoignent sur la valeur ajoutée. La question, c'est comment on se parle. Donc, comment on se parle? Je pense qu'Open to Innovation peut être une réponse à ce dialogue. En tout cas, c'est un bon canal de communication qui va permettre à un corporate soit de faire de la veille permanente sur des solutions sur un secteur d'activité, ou de rechercher la solution à un besoin précis, et surtout à toutes vous, start-upers, d'être identifiables de façon automatique par ce corporate pour vous mettre en avant et surtout matcher, je l'espère, le plus possible aux besoins de ce grand groupe ou de cette collectivité. Voilà un petit peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Je vous remercie à tous et ravi de répondre à toutes les questions que vous souhaitez a posteriori ou au fil de l'eau. Je n'ai pas trop l'habitude de ce format-là, mais avec grand plaisir. Je vais peut-être passer la parole à Sandra. Merci Jonathan.
Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Jonathan, effectivement, on a lancé il y a 3 mois, donc au mois de novembre, la plateforme qui s'appelle Open to Innovation, pardon, et qui permet de faire le lien entre les startups et les corporates. Donc, comme le disait Jonathan tout à l'heure, on a décidé de faire ce pont entre ces deux parties pour les aider à se parler et à collaborer ensemble. Je vous mettrai le lien directement dans le chat suite aux informations que je vais vous donner pour que vous puissiez aller découvrir la plateforme. Donc, cette plateforme, c'est très simple. Elle connecte les startups et les corporates. Donc, elle permet aux startups de mettre leurs solutions innovantes en avant et elle permet aux corporates de trouver des innovations qui répondront donc à leurs besoins d'innovation, à leurs appels d'offres, à leurs appels à projets en temps réel. Alors, qu'est-ce qu'Open to Innovation? Donc, Open to Innovation, c'est vraiment la première marketplace de l'innovation. C'est aussi le premier réseau international d'entreprises innovantes. Sur cette plateforme, on a aujourd'hui plus de 250 entreprises qui se sont inscrites, de France ou des entreprises venant de l'international. Donc, c'est une plateforme très simple, très rapide, qui permet vraiment rapidement aux startups de répondre à des besoins d'innovation des entreprises et des institutions. Donc, comment est-ce que ça se passe? Alors, pourquoi utiliser Open to Innovation? Déjà, dans un premier temps, que ce soit pour les corporates ou pour les startups, ça permet vraiment de donner une nouvelle dimension à leur business. Pour les solutions innovantes, c'est de trouver du business, de répondre à des besoins d'innovation des corporates et des institutions. Et pour les corporates, c'est de trouver des solutions innovantes, de trouver de l'innovation dont ils ont besoin. Donc, les startups peuvent mettre facilement leurs solutions innovantes en avant. On facilite la collaboration entre les startups et les grands comptes. C'est une plateforme internationale et c'est une plateforme qui est 100% gratuite côté grands comptes et côté startup. Comment l'utiliser? Comme je le disais, c'est vraiment très, très simple. En quelques minutes, on s'inscrit sur la plateforme, on complète les informations nécessaires à notre entreprise, on dépose notre solution ou notre besoin d'innovation, on laisse matcher et encore une fois, je le répète, c'est totalement gratuit. En fait, c'est un système de matching, comme c'est écrit, qui va faire matcher les solutions innovantes avec les besoins. Une entreprise qui dépose un besoin va rentrer des mots-clés. Une start-up qui dépose des solutions innovantes va également rentrer des mots-clés et la plateforme va faire matcher automatiquement besoins et solutions. Très simple, très rapide. En quelques chiffres, donc comme je vous le disais, après 3 mois de lancement, on a aujourd'hui plus de 250 startups inscrites sur la plateforme. On a 30 appels d'offres sur la plateforme et depuis novembre, on a généré 5 collaborations entre des grands comptes et des startups. Donc, on est vraiment très, très heureux de ces premiers résultats. Et on espère que ça va continuer comme cela. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre directement dans le chat. Je vais laisser la parole maintenant à Charles Fouque qui va du coup nous faire des retours d'expérience par rapport à son entreprise actuelle, Natixis. Du coup, Charles, je te laisse la parole. Merci Sandra, merci Jonathan pour ces éléments. Je ne peux que corroborer ce qu'a dit Jonathan. Effectivement, en tant que grand groupe, il y a une forte inertie. Il faut savoir que travailler avec un grand groupe, c'est un temps long, parce que on n'est pas sur un seul et unique projet, on est sur plusieurs projets, on ne peut pas pivoter, on va rajouter une surcouche grâce à l'innovation, on va améliorer certains process. Et on est vraiment dans un temps long avec aussi toute une gouvernance chez nous du métier qui, bien sûr, va de la gouvernance de l'innovation, mais aussi gouvernance pour pouvoir faire entrer ces éléments, ces investissements, parce que c'est souvent aussi des investissements de notre côté, pas que du côté des startups. Et il faut être capable de mesurer un ROI, d'aller présenter ça devant les personnes, des comités d'investissement. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir un temps long, plus long qu'une startup pourrait avoir. Donc ça, c'était un des éléments. Et une question qui m'est revenue la dernière fois que j'ai présenté une collaboration avec une startup dont je vais parler un peu après. Alors, c'est plus une startup puisqu'elle a une quinzaine d'années d'expérience, mais c'est une société du web dans la finance et la question, malgré ses 15 ans d'expérience, on m'a posé la question, est-ce que l'entreprise est viable? Comment elle est financée? Donc, comment on va pouvoir, en travaillant avec elle, assurer quand même une pérennité dans le produit qu'on va développer.
Donc ça, c'est un des premiers retours et un des premiers messages que je voulais passer à nouveau. On sait très bien que les startups n'ont pas le même temps. Mais voilà, il faut être capable, lorsqu'on veut aller travailler avec un grand groupe, de se dire, bah ok, j'en ai peut-être pour 3-6 mois avant de presque commencer à travailler, le temps d'avoir les discussions et le temps de pitcher, d'apporter toutes les réponses. Ça, c'est un des éléments importants. Après, il y a aussi une question de timing, j'ai envie de dire, puisque dans tous les grands groupes, on fonctionne sur des budgets annuels. Je vois pas beaucoup de grands groupes qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et donc, un budget, ça commence un 1er janvier, ça se finit un 31 décembre. Mais ça se décide en septembre. Et donc, il faut avoir préparé ça aussi longtemps à l'avance. Donc, ce sont plein d'éléments. Et lorsqu'il y a des interactions avec l'IT, ça peut, le temps d'analyser le projet peut prendre un peu de temps. Donc, il faut bien prendre ça en compte. Et quelque chose qui aura été, qu'on pourrait initier une discussion qu'on pourrait initier maintenant avec une startup, finalement, on pourrait commencer d'un point de vue opérationnel, parce que c'est dans le budget, en janvier 2022. Voilà, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête, enfin, en tout cas de notre côté. Nous, chez Natixis, je pense que c'est le cas dans à peu près tous les grands groupes. Après, bien sûr, on a de temps en temps des poches où on peut aller beaucoup plus vite. Mais c'est rarement sur des gros budgets, c'est sur des petits budgets et des petites innovations qui vont être de l'ordre du quick win que l'on pourrait avoir. Voilà un peu la première partie du feedback que m'a demandé Sandra sur la collaboration avec les grands groupes. Et l'autre, après, c'est quelque chose qui est assez important, je trouve, c'est qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut essayer de réduire le scope de l'intervention, un peu comme le disait Jonathan, au plus petit projet possible, avec le moins d'interaction possible. Donc, on va effectivement, vous allez répondre à 50, 60, 80%, c'est génial, du besoin client, jamais 100%, mais vraiment réduire l'ensemble du scope au plus petit nombre d'acteurs possible. Essayer de faire vraiment, prendre un sujet, une opération, un workflow, avec un grand groupe et une startup. Pourquoi ça? Je vous dis ça, je vais vous prendre 2 exemples alors sur lesquels je travaille actuellement et qui ne peuvent pas être divulgués, mais je vais sans rentrer dans les détails. Un projet à vocation internationale avec une trentaine de participants au projet, une startup au milieu. Toutes les zones géographiques confondues, presque, sauf l'Afrique. Donc, on est sur différentes time zones. Et c'est extrêmement compliqué à gérer pour la startup. Les relations avec cette startup sont tendues, forcément, puisqu'on est en attente de plein de choses. Nous, on a des besoins qui sont pas ceux, qui sont peut-être ceux de nos camarades européens, notamment en termes de compliance par rapport à du hosting de data. En revanche, c'est pas forcément les mêmes besoins, les mêmes exigences qu'aux États-Unis ou qu'en Asie. Donc, on a ces problématiques-là, des workflows qui peuvent être un peu différents, avec des spécificités dans chaque zone également, liées aux réglementations bancaires qui nous contraignent, en quelque sorte, et qui en même temps peuvent être des opportunités parfois. Donc voilà, donc ça, c'est un projet qui est depuis plusieurs années maintenant en cours, et on n'a toujours pas délivré un MVP avec un client, par exemple. On est presque, c'est très proche, mais on est dans une relation compliquée. Un autre sur lequel, en parallèle, on travaillait avec une autre startup, donc comme je vous disais, qui a 15 ans d'existence. Alors, c'est une startup, mais c'est une entreprise qui est aussi agile, j'ai envie de dire, qu'une startup. Et on a commencé les discussions l'année dernière. On va travailler donc ensemble, puisque c'est passé dans le budget pour 2021. Et avec cette startup, là, on a réduit en revanche volontairement le scope avec donc nous seuls en tant qu'établissement bancaire au départ, et puis peut-être 1 ou 2 supplémentaires et 2-3 clients, puisque cette plateforme va venir entre les clients et nous, venir interagir, et ça va être un canal de communication, un peu comme Open Innovation d'ailleurs. Et du coup, par rapport à ça, voilà, on a vraiment réduit ce scope-là, et
on est beaucoup plus agile. Ils répondent à nos attentes beaucoup plus rapidement. On a vraiment un lien direct et privilégié avec tous les membres de l'équipe. Et ça, c'est beaucoup plus confortable comme interaction, comme discussion et comme capacité notamment à délivrer. Puisque du côté de la startup, ils ont créé les fondations là il y a quelques semaines du produit que l'on va mettre en place ensemble. Et du coup, fin du premier semestre, on va être capable d'avoir un MVP. Vous voyez, en moins de 6 mois, on est capable de délivrer quelque chose, alors qu'en 3 ans, avec un scope très large, on n'a pas été capable de délivrer les choses. Donc voilà, c'est un peu les exemples que j'avais avec des startups de collaboration qu'on peut avoir. Donc, vraiment essayer à chaque fois, OK, on veut voir grand, on veut voir tous les acteurs bancaires français, européens sur notre plateforme. C'est effectivement très important, mais il faut essayer déjà de valider le point avec une seule plateforme, avec une seule banque, pardon, et un petit nombre de clients. Si possible, toujours mettre le client au centre du jeu aussi, avoir ses retours aussi lorsqu'on est dans un cadre de plateforme, parce que c'est dommage quand on fait tester les clients à la fin de tout un cycle. Ça paraît évident, mais on le voit encore, de faire tester le client un peu trop tard, on a plein de retours qui peuvent être pas forcément toujours positifs. Voilà Merci beaucoup, Charles. Merci infiniment. Alexandre, je te laisse la parole. Merci. Donc, juste pour rappel, donc GoMécano, donc c'est une plateforme web qui vous permet à vous, en tant que client, d'obtenir un devis instantané, mais également d'accéder à un agenda du mécanicien pour avoir une intervention directement à son domicile. Et donc, on a lancé l'activité réellement en 2018. Et on a eu une des premières contraintes à ce moment-là, qui était à savoir déjà que GoMécano, à ce moment-là, ses revenus étaient uniquement avec la vente des pièces détachées. Donc, les pièces détachées utilisées par notre réseau de mécaniciens qui vont installer ces pièces sur vos véhicules. Donc, en fait, quand on a lancé l'activité, enfin, même à la création de GoMécano, on a été voir ces distributeurs de pièces détachées. Donc, c'est des entreprises gigantesques en France, mais également en Europe. Et on a eu la première discussion qui était au niveau des tarifs. Donc, comment est-ce que nous allait pouvoir négocier nos tarifs? À savoir que plus on négocie les tarifs, on allait avoir de meilleures marges finalement sur chaque vente. Et puis, en fait, en discutant, on a commencé à réaliser que il n'y a pas vraiment la règle était que le plus on achète de pièces détachées, le plus on aura une meilleure remise. Et donc, la question, c'était comment est-ce qu'on allait être compétitif finalement quand d'autres réseaux de garages qui sont en France depuis bien longtemps ont, par exemple, 3 fois plus de remise que nous, donc 3 fois plus de marge. Et donc avec Mathias, l'autre fondateur de GoMécano, on a commencé à essayer de trouver d'autres solutions, notamment en contactant, donc en essayant de trouver les coordonnées des responsables de grands comptes de ces distributeurs et essayer de pitcher notre projet en disant que peut-être qu'ils vont être séduits et on allait pouvoir avoir un accès rapide à ces remises importantes sur les pièces détachées. C'est ce qu'on a fait. On a mis des jours à trouver certaines coordonnées. On a réussi à obtenir des rendez-vous. On a dû se déplacer même à Paris, sachant qu'on est basé à Nice. Et puis, on a pitché plusieurs fois nos projets. Ils ont été vraiment séduits, adoré le projet de GoMécano. Et on s'est dit, finalement, ça va aller assez vite. Alors, on nous a donné un petit coup de pouce, mais on a quand même dû attendre 2 ans, un gros 2 ans même, pour finalement être considéré comme une startup qui peut réellement déployer ses services à travers la France rapidement. Et donc, d'avoir ce gros coup de pouce qui était vous allez avoir des remises aussi importantes que les autres, ce qui va vous permettre de vous aider dans votre continuité. Donc, tout ça pour dire que finalement, sur ce cas de figure, on est passé grand compte que l'été dernier, donc c'était en août 2020, et donc on a dû se batailler pendant plusieurs années. Donc, c'est beaucoup de communication, beaucoup de temps, finalement, sur une problématique au début qu'on ne pensait pas qui serait aussi importante. Je vais prendre un deuxième cas de figure. J'ai rencontré il y a 1 an et demi. Donc, il faut savoir qu'on intervient pour des clients particuliers, mais on intervient également de plus en plus avec des sociétés. Donc, si une société a une flotte de véhicules, on peut intervenir directement sur site, que ce soit dans le bâtiment, peu importe en fait le secteur d'activité. On arrive à leur simplifier la vie, à ne pas devoir mobiliser du personnel, d'aller dans un garage. Nous, on vient directement sur place pour faire l'entretien ou une réparation. J'ai rencontré il y a 1 an et demi une gestionnaire de flotte, donc d'un gros centre de tri de La Poste, ici basé à Nice.
Et puis, on a eu l'occasion, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec elle. Et elle a pu m'expliquer un petit peu les difficultés qu'ils avaient, notamment sur eux-mêmes, sur l'entretien des véhicules, de vouloir mobiliser du personnel. Et moi, j'avais les réponses à tout parce que je me disais, c'est bon, notre solution peut vous résoudre ça, peut ci, peut ça, parce qu'on a aussi un réseau qui est disponible 7 jours sur 7. Et donc, en fait, en discutant au fur et à mesure, je l'ai convaincue. Elle a dit, écoute, ça serait génial qu'on fasse un test. Donc, j'étais super ravi. Jusqu'au moment où elle m'explique en fait que les véhicules ne sont pas propriétaires de La Poste, mais sont d'une grosse boîte, d'une grosse structure, d'un gros loueur en France, qui ont des centaines de milliers de véhicules, et qu'en fait, il fallait leur demander à eux de pouvoir être répertoriés référencés sur le réseau pour pouvoir intervenir. Et donc, nous, on a envoyé un email. Forcément, on n'avait pas de contact chez ce groupe. Et je me suis dit que, écoute, on a une gestionnaire de la flotte, flotte de véhicules de La Poste qui veut absolument utiliser nos services. On s'est dit que, en quelques jours, allez, peut-être quelques semaines, on allait pouvoir rapidement intervenir sur ces véhicules. J'ai eu tout faux. Ça a pris presque 1 an et demi. Donc 1 an et demi, le temps de tout mettre en place chez eux. C'est un gros groupe. Ils ont leur propre process. Il faut souvent essayer de contacter la bonne personne également. On perd souvent beaucoup de temps à parler avec le mauvais interlocuteur. Et donc tout ça pour dire que finalement, on a commencé à intervenir en janvier 2021, donc il y a 2 mois. Et donc il y a eu un an et demi entre-temps qui s'est écoulé. Donc aujourd'hui, ça se passe très bien. On a commencé et aujourd'hui, on a récupéré toute la flotte de véhicules. Mais enfin, tout ça pour dire que souvent, en tant que start-up, on pense que notre solution, effectivement, face à un grand groupe, va pouvoir tout changer pour eux, mais également pour nous, et que du jour au lendemain, on va pouvoir changer nos revenus, etc. Mais que finalement, les process sont très longs et que souvent, il faudrait avoir effectivement un pont, un intermédiaire pour pouvoir aider à mettre en chose les choses plus rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a une seule question dans le chat d'Anastasie. Bonjour, quid de créer une BU autonome gouvernance budget dédiée au sein des grands groupes pour sortir de la gouvernance classique et accélérer la collaboration? Jonathan, est-ce que tu souhaites répondre à cette question directement? Oui, même si je pense que l'apport de Charles sera tout aussi pertinent. Je peux peut-être t'aider à répondre là-dessus si tu veux. Ouais, avec grand plaisir, parce qu'on voit ça. Oui, moi, mon point de vue, en tout cas, c'est si un corporate ou une collectivité souhaite effectivement être un petit peu plus agile, on va dire qu'adapter sa gouvernance par les temps qui courent, c'est pas forcément idiot. Néanmoins, il faut que ce soit inscrit dans la stratégie globale du corporate et on va malgré tout retrouver certaines contraintes que Charles évoquait tout à l'heure, mais je vais le laisser poursuivre. Oui, alors après, il y a plusieurs réponses, j'ai envie de dire, à cette question. Moi, j'ai de la chance d'être dans le métier aujourd'hui, donc dans une business unit métier sur la partie Global Trade. Donc le trade finance, le financement du commerce international, c'est un sujet qui est très papier et qui est très très peu digitalisé ou très peu innovant pour plein de raisons, plein de bonnes raisons. Et aujourd'hui, on essaye de le digitaliser. Si on avait une business unit à part qui viendrait essayer de digitaliser ou d'innover dans notre métier, ça pourrait être compliqué parce qu'il faut une expertise sur les domaines d'activité et cette expertise, elle n'est pas à l'extérieur du métier, elle est dans le métier. Donc moi, je trouve que c'est plus facile aujourd'hui pour moi d'innover dans le métier et d'apporter des réponses beaucoup plus rapides sur certains sujets. Notamment, par exemple, je vous prends un exemple qu'on a mis en place 5 mois avant le Covid. On avait un client qui avait une problématique de nous céder à ses opérations et pour faire cette cession, il fallait une signature. Et jusqu'à là, la signature était manuscrite et donc il nous envoyait un coursier avec les documents dès qu'il avait besoin. On a mis en place en quelques semaines, en moins de 6 semaines, la signature électronique avec ce client-là. Autant vous dire que quand on est arrivé au mois de mars, que tous les clients sont retrouvés coincés chez eux,
la signature électronique a extrêmement bien marché et le retour de nos clients l'année dernière, c'était que d'avoir mis la signature électronique en place dès le mois de mars, dès le mois de mars, c'était l'innovation de l'année. Bon, à la base, c'est pas très innovant, on peut dire, la signature électronique, mais voilà, c'est un des points. Et ça, le fait de l'avoir fait directement sur une problématique opérationnelle business, ça nous a permis d'accélérer. Merci Charles. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Bonjour, donc de Pascal Ribac, pardon. Bonjour, je trouve que souvent, en plus de l'aspect agilité, les grands groupes sont très sensibles et averses aux risques. Nous y avons été confrontés. Comment faut-il aborder le sujet dans ce cas? Charles, t'es bien parti. En fait, j'ai envie de dire, ce qu'il faut poser comme question au grand groupe, c'est quels sont vos risques? Dites-moi sur ce sujet-là, comment je peux répondre à vos risques? Est-ce que c'est des risques IT? Est-ce que c'est des risques de sécurité informatique? Nous, le workflow, le parcours de la proposition qu'on va proposer sur l'innovation, de la startup, ça va être ça. Vous avez besoin de vous connecter à la plateforme. Quelles sont vos problématiques? SSO, quelles sont vos best practices? Voilà. Vraiment, essayer de déterminer ça. Aujourd'hui, en termes de sécurité informatique, par exemple, on a des exigences, nous, de connectivité à des plateformes via SSO. Donc, il faut que la plateforme soit compatible avec le SSO. C'est avec des fédérations d'identités qui sont capables de faire ça. C'est un des exemples que l'on pourrait avoir, mais voilà, l'idée, c'est vraiment j'ai envie de dire, de poser la question directement et la poser le plus tôt possible dans la collaboration et pas à la fin. D'une part, je me permettrai aussi de donner un point de vue côté start-up, entre guillemets. Tout à l'heure, on parlait de transparence. Et je pense, je ne sais pas ce que tu en dis, Charles, mais quand vous présentez votre solution, quand vous présentez votre entreprise à un grand groupe, c'est parfois l'opportunité de vraiment scaler votre business. Et entre guillemets, vous allez le scaler si vous rassurez. Donc, soyez transparent. Quand vous parlez à un fonds d'investissement, vous demandez à un fonds d'investissement de vous donner de l'argent et de miser sur vous parce que vous allez faire de la croissance. Quand vous parlez à un corporate qui va vous passer une énorme commande, vous faites exactement la même chose en réalité. Sauf que le corporate, lui, il joue sa place aussi. Il ne joue pas que de l'argent, il joue aussi sa place. Il joue sa stratégie, il joue l'atteinte de ses objectifs. Donc, comprendre le besoin de son interlocuteur, comme dit Charles, c'est évidemment indispensable. Mais être le plus transparent possible sur votre stratégie, votre structure financière. Encore une fois, reprendre la structure que vous avez quand vous pitchez à des investisseurs ou des fonds d'investissement, c'est le meilleur moyen de rassurer. Marché, quel est le problème que vous résolvez? Est-ce qu'il correspond bien au problème de votre corporate? Quelle est votre solution, votre modèle économique? Pourquoi est-ce que vous êtes meilleur que les autres? Pourquoi vous vous différenciez ou pourquoi vous pouvez être complémentaire? Pourquoi est-ce que votre organisation ne mettra pas en péril votre prévisionnel financier? Et pourquoi est-ce que vous êtes solide? Si vous êtes capable d'apporter ces arguments-là, il n'y a pas de raison pour que vous soyez mis à défaut et que vous cochiez les cases, entre guillemets, trop de risques. Alors évidemment, si vous vous comparez à un Oracle ou à un SAP, ça risque d'être compliqué de montrer patte blanche. Mais bon, comme disait Charles tout à l'heure, même une entreprise qui a 15 ans d'existence, on va lui poser la même question. Exactement. Connaît-on le taux de succès de ces collaborations start-up grande entreprise? C'est une question de Philippe Jolet. Alors là, pour le coup, je n'ai pas de réponse. Alors, moi, je trouve que c'est une très, très bonne question. Sur les collaborations qui sont en cours, en tout cas, qu'on a pu observer ces derniers mois, à ce stade, on n'a pas d'échec de collaboration. Mais il faut voir aussi que le cadre est, entre guillemets, assez circonscrit. On a Open to Innovation et Sandra et toute son équipe se sont fait les intermédiaires entre des corporates, des collectivités et effectivement des startups qui sont en train de mettre en place leurs solutions. Donc là, on a un taux d'échec qui est de 0. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout le cas. Je ne connais pas de chiffres particuliers. Je sais même pas s'il y a des études sur le sujet, mais c'est une question très très intéressante. Ravi d'en reparler séparément. Je vais creuser le sujet parce que c'est très 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 intéressant. Oui, tout à fait.
Et dernière question de Bernard Tomassini. Est-ce que la session de l'innovation à un GG rentre dans le scope de la discussion? Qui souhaite prendre celle-là? À un moment, on va discuter dans le cadre de solutions digitales de propriété intellectuelle. Qui détient la propriété intellectuelle? Et si l'objectif n'est pas forcément toujours d'avoir la propriété intellectuelle de ce qu'on va développer ensemble, d'un point de vue juridique, contractuel, il faut s'attendre à pouvoir être capable de céder cette propriété intellectuelle si jamais vous faites défaut ou si vous arrêtez de travailler sur le sujet. Mais ça, je pense que ce sont des précautions qui sont prises par les avocats et les juristes sur ce point-là. Voilà. On est très peu exposé à ce genre de sujet dans la banque en termes de sélection d'innovation. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Après, vous avez 3 cas de figure, comme dit Charles. Il y a la protection. Si vous êtes dans un cas de figure où vous avez développé une solution technologique, la protection du code source et la mise sous scellé du code source dans des chambres numériques peut permettre de rassurer le grand groupe parce qu'en cas de faillite, effectivement, vos clients peuvent récupérer les codes sources pour continuer leur activité si vous rentrez dans une stratégie vraiment très importante. Néanmoins, la notion de cession de l'entreprise ou de collaboration, elle peut aussi intervenir dans des cas où la collaboration avec le corporate fait que la valeur de votre entreprise explose et du coup, il devient presque plus intéressant pour le corporate d'investir directement dans votre boîte pour bénéficier de cette valorisation plutôt que de continuer une simple collaboration. Et puis, à le fine, si l'IP, donc si le niveau, le degré d'innovation de la solution que vous mettez en œuvre côté corporate apporte une distinction compétitive énorme sur le marché et qu'elle peut être déployée côté corporate, ça fait du sens aussi pour le corporate de vous proposer une intégration capitalistique. Donc, je ne sais pas si c'est le thème de la discussion d'aujourd'hui, mais il y a plein de cas de figure possibles. Tout dépend, on va dire, à la fois de la dépendance côté startup vis-à-vis du grand groupe, mais aussi de l'intérêt que le grand groupe stratégiquement va avoir vis-à-vis du potentiel de la startup. De rien. Oui, merci. Bon. Alors, moi, je profite car on a eu la question par une de nos startups. La question s'est posée la semaine dernière. Sandra, vous avez mentionné qu'elle est une plateforme Open Innovation, c'est une plateforme internationale. C'est peut-être plus opérationnel qu'autre chose, mais quand une startup dépose ou crée son profil, doit le faire en anglais ou en français? C'est vraiment son choix. La startup, même si c'est une startup française, peut très bien décider de le faire, de déposer ses solutions en anglais. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde parle anglais et elle peut très bien directement les déposer en anglais, sachant qu'on va avoir des besoins d'innovation en provenance d'entreprises étrangères. Donc, c'est une bonne stratégie. Elle peut aussi déposer sa solution en français et en anglais. Voilà. C'est le choix de chaque startup. Ok, merci, c'est très clair. Alors, c'est vrai que comme la startup a vocation à devenir internationale, et l'est déjà, hein, puisqu'on a aujourd'hui déjà des solutions innovantes qui viennent de différents pays. Donc, on peut tout à fait d'ores et déjà déposer les solutions en anglais. C'est peut-être plus intéressant. Ok, merci, c'est noté. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais de toute façon, c'était très clair. On a encore quelques minutes, donc seulement pour... voilà, il y a une autre question, je profite. Alors, il y a Claude qui nous pose une question. Si je dis le problème de gestion du risque financier est corrélé à des outils dont les concepts remontent à l'Antiquité ou au Moyen-Âge, si on sort de ce cadre, on peut tout changer et transformer, les gâchis en diminution des pauvretés. Est-ce que c'est trop fondamental? Alors ça, par contre, Claude, pouvais-tu nous indiquer à qui tu veux t'adresser plus précisément? Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut
dire quelque chose à Claude. Jonathan? J'adore ce genre d'échange. Effectivement, si on prend un petit peu de hauteur, on peut se poser plein de questions. Néanmoins, la gestion du risque financier, oui, alors si on prend à différents étages, plus on grandit, plus on va avoir un besoin de stabilité. Une entreprise, c'est comme une pyramide. Si vous avez des fondamentaux qui sont instables, c'est toute la pyramide qui peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc, le fait d'avoir des fondamentaux et une base qui soit stabilisée et donc qui remonte au Moyen Âge, si je prends l'image qui est la question qui est posée là, ça va permettre de pérenniser l'ensemble de l'édifice. Donc non, ce n'est pas forcément un concept qui vient du Moyen Âge, c'est juste un moyen économique de pérenniser une organisation. Ça, c'est le premier élément. Donc si on apporte des solutions qui permettent de renforcer ces fondamentaux, en fait, oui, on va créer davantage d'emplois, oui, on aura des impacts, et oui, en ayant ces impacts-là, on peut faire bénéficier toute une société. Et c'est tout l'enjeu de l'innovation. Donc, plus on remonte dans les étages de cette pyramide, et plus effectivement on peut être rapide à construire chacun de ces étages, et plus l'impact sociétal, économique, social va être rapide. Donc, on prône en ce moment l'économie de l'innovation comme étant une réponse, par exemple, à la crise économique que l'on traverse. La conviction, en tout cas à titre personnel que je porte, c'est oui, c'est une réponse, c'est pas la seule, mais c'en est une. Quand vous avez une start-up qui lève 2 millions d'euros, vous allez créer 30 emplois et vous allez les faire en 12 mois. Quand un grand groupe crée 30 emplois, c'est qu'il va ouvrir des bureaux et qu'il a prévu 2 ans à l'avance, comme expliquait Charles tout à l'heure. Parce que ça rentre dans un plan budgétaire. La start-up, elle l'a fait en 3 semaines ou en 3 mois. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps et on n'est pas du tout sur les mêmes impacts socio-économiques. Néanmoins, on a un risque pour la start-up qui n'a pas la même solidité financière que pour le grand groupe. Donc, il n'y a pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre, et pour moi, les deux sont totalement complémentaires. Et il faut que ça avance dans le même sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles. Si, totalement. Hein. Pour moi, c'est impossible de tout changer. On peut innover sur certains pans d'activité, notamment peut-être accompagner un peu mieux les startups qui innovent et qui ne lèvent pas forcément des fonds, qui ont une vision plus de rentabilité, mais qui n'ont pas le capital social pour pouvoir emprunter de l'argent auprès des banques. Ça, c'est un sujet un peu actuel que l'on voit avec quelques startups qui se posent comme des chevaliers de la rentabilité, j'ai envie de dire. Donc pour le coup, c'est extrêmement bénéfique à l'économie. Après, voilà, comment on peut les accompagner, ça reste toujours très compliqué. On est aussi dans une problématique, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le risque financier, c'est quand même quelque chose qui est régulé au niveau européen. Donc les banques sont là aussi pour garantir la stabilité de l'économie. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on retienne avec le Covid, c'est que les banques, donc toutes les banques commerciales qui étaient en mesure de prêter de l'argent, ont pu apporter à toutes les entreprises qui étaient éligibles des PGE. Ce qui n'était pas le cas via des néobanques. Donc des fois, les néobanques viennent attaquer un marché, viennent attaquer un segment qui est peut-être pas efficient d'un point de vue opérationnel par les banques traditionnelles, mais elles ne sont pas en mesure de prêter de l'argent. Et quand il y a besoin d'argent, c'est souvent les banques qui prêtent. Et c'est là où ces banques ont des mécanismes qui ont été challengés avec la crise d'il y a plus de 10 ans maintenant. Et donc, on a mis en place des réglementations beaucoup plus fortes, notamment sur les problématiques de fonds propres, qui font que c'est censé sécuriser l'économie. Et aujourd'hui, on le voit en 2008-2009, les banques françaises n'ont pas été extrêmement, n'ont pas trop souffert de la crise, contrairement aux autres établissements bancaires à l'international. Et là, en 2020, elles ont pu apporter les prêts garantis par l'État et pour soutenir l'économie lorsque c'était possible.
Donc, c'est vouloir challenger ça. Il y a un moment donné, il faut quand même comprendre que les banques servent à quelque chose et que le risque financier est bien maîtrisé. Et c'est la valeur ajoutée aujourd'hui des banques, c'est la maîtrise de ce risque financier et ça sert en cas de crise. Sandra, il y a une question pour toi. Oui. Oui, tout à fait. Alors, Sandra, quels sont vos objectifs à court et à moyen terme? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a lancé la plateforme au mois de novembre. Donc, la plateforme est très récente. Donc, un des premiers objectifs que l'on a, c'est d'optimiser cette plateforme qui va être optimisée très, très rapidement, donc courant du mois de mars. L'objectif que l'on a à court moyen terme, c'est également d'atteindre les 1000 startups d'ici juin 2021. On aimerait générer des dizaines de collaborations startups corporate chaque mois. On aimerait vraiment devenir une plateforme de référence. Alors aujourd'hui, ça va peut-être vous faire rire, mais on parle de nous comme le Tinder de l'innovation. Je ne sais pas si c'est flatteur ou pas, mais nous, on trouve que c'est plutôt flatteur. On aimerait devenir le Tinder de l'innovation et la première marketplace de l'innovation qui fait matcher vos solutions avec les besoins des entreprises. Et on souhaite aussi, à travers cette plateforme, justement désacraliser et vraiment simplifier cette collaboration entre startups et grands comptes. Et on souhaite bien sûr créer un cercle vertueux, donc avoir des solutions, des besoins et qu'on forme ce cercle vertueux le plus rapidement possible. Et à plus long terme, on souhaiterait mettre en place un système de monétisation à travers la plateforme en proposant un modèle freemium. Voilà, je ne sais pas, Marie, si ça répond à votre question. En tout cas, je pense que c'était très clair, Sandra. Merci, Gisela. Vos objectifs. Ah, voilà. Elle répond. Ah, premium. Alors, pardon, je dis premium, c'est freemium. Donc, freemium, le modèle freemium, j'imagine que là, ça vous parle peut-être un peu plus, Marie. Super, merci. Merci, Sandra. Bon, on a quelques minutes et je voudrais, voilà, avant de finir le webinaire, je voudrais vous demander s'il y a quelque chose à retenir à chacun d'entre vous, s'il y a une dernière chose à retenir suite à ce webinaire. Là, on s'adresse, on a pas mal de startups qui participent, ils sont connectés aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous pourrez dire, un dernier conseil, un dernier tips concernant la plateforme? Voilà, à vous de nous dire. Je commence par Alexandre, avec votre profil en tant que cofondateur. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces startups qui nous écoutent aujourd'hui? Surtout, créer votre compte sur Open to Innovation, tout d'abord. Effectivement, ça aide beaucoup si on peut avoir un interlocuteur entre deux qui peut nous présenter aux bonnes personnes. Ça évite de perdre du temps et ça évite de faire beaucoup de recherches inutilement. Donc ça serait mon conseil. Ça serait mon conseil. Et des fois, il faut être un peu patient. Il faut être patient. Tout ne va pas aussi vite qu'on le veut. On est une start-up, on peut avoir une solution tout à fait innovante et qui servira à beaucoup de personnes, mais des fois, il faut être un peu patient, le temps de convaincre et etc. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Et on l'encourage aussi fortement à tous les startups. Charles, avec votre profil, avec votre expertise grand compte. Voilà, nous, de ce qu'on voit, c'est qu'il faut un an et demi pour travailler avec des startups. Et je vois aussi qu'Alexandre a vécu cette expérience. Donc, c'est vraiment dans tous les métiers, hein, que ce soit avec les banques ou même avec d'autres grands groupes, c'est un peu dire la norme, hein, à peu près. Voilà, faut s'imaginer être un an et demi à travailler avec un grand groupe. Merci beaucoup, Charles. Et Sandra, en plus, il y a une autre question pour vous. Et voilà, si vous souhaitez la répondre en même temps que nous dire un dernier mot. Oui, alors pour donner un dernier mot, déjà, inscrivez-vous évidemment sur Open to Innovation. Et j'ai par contre moi-même une question pour vous tous qui participez à ce webinaire. Je vois qu'il y a pas mal de startups, mais aussi des grands comptes qui sont inscrits. J'adorerais vraiment discuter avec vous, savoir ce que vous pensez un peu de cette plateforme, que vous soyez un grand compte ou une startup. Donc, si vous souhaitez me recontacter sur LinkedIn, c'est très simple, Sandra Verger.
Je serais vraiment intéressée d'avoir le point de vue notamment des grands comptes, puisque celui des startups, on en a quand même déjà beaucoup. C'est plutôt positif, ça leur permet d'être visibles. Une fois qu'elles sont inscrites, elles y sont inscrites pour toujours. Hein. Donc c'est plutôt, en quelques minutes, c'est plutôt efficace. Voilà, donc ça c'était mon petit mot de la fin. Et je répondrai, Stéphane, si vous le voulez bien, on en rediscutera peut-être une prochaine fois du positionnement vis-à-vis d'autres acteurs, et par exemple comme Forinov, si ça vous convient. Merci. Merci Stéphane. De toute façon, on va partager vos coordonnées. Oui, tout à fait. Voilà, soit vous contactez, me contactez. Moi, j'ai fait la mission en relation comme vous le souhaitez. Et là, voilà, pour finir, Jonathan, tu nous donnes une dernière chose à retenir après ces discussions? Oui, une chose importante, c'est qu'un corporate qui cherche de l'innovation, qui a un besoin d'innovation, par défaut, il ne va pas le savoir. L'innovation, c'est quelque chose qui n'existe pas, puisque il va chercher quelque chose qu'il n'a pas, pour un besoin qu'il n'a potentiellement même pas encore identifié. Donc, n'oubliez pas ça, pensez à la valeur ajoutée de votre solution. Et encore une fois, à tous les chefs d'entreprise start-upers, entre guillemets, ou PME, qui vous adressez à des grands groupes comme Natixis, que Charles représente ici. N'oubliez pas que la transparence, c'est une vertu, et que quand vous vous adressez à quelqu'un comme Charles, vous vous adressez à un investisseur comme moi notamment, il n'y a pas beaucoup de différence en réalité, et le niveau d'information, il est quasiment le même. Donc, rassurez en étant transparent et en mettant en valeur toute la valeur ajoutée et l'IP que vous avez réussi à créer. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Donc, Alexandre, Charles, Sandra, Jonathan, je vous remercie infiniment. C'était très intéressant. On a eu beaucoup de questions. Beaucoup. Et donc, du coup, voilà, à tous les spectateurs, comme vous le savez, n'hésitez pas à les contacter ou à me contacter au pôle. Comme ça, j'ai fait la mission en relation, mais voilà, vous pouvez contacter par LinkedIn directement aussi. On était ravis de vous savoir. La rediffusion sera disponible dans quelques instants. Donc, si vous savez arriver un peu en retard, n'hésitez pas à le regarder. Et voilà, je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci beaucoup, Gisela. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Merci.